Et puis on va passer donc à la dernière présentation par Véronique Vitton. Donc sur les problèmes de dyschésie et de rectocèle associés. J'ai pris mon verre d'eau pour ne pas faire la fausse route d'hier. Donc le temps, on est un petit peu en retard, mais ça devrait à peu près tenir. Donc je vais aborder cette pathologie qui est plus... c'est toujours moi qui termine. La dyschésie et la rectocèle, qui sont des pathologies que vous voyez peut-être un peu plus souvent. Donc on va commencer, c'est un peu classique, mais par des définitions. La dyschésie, c'est un symptôme. On imagine souvent que c'est fonctionnel, c'est pas forcément le cas. C'est l'impossibilité d'évacuer le contenu rectal dans des conditions simples. C'est 13 à 20%, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, c'est sûrement plus fréquent que ça. Après, la définition et la fréquence de la plainte en consultation, c'est un peu plus compliqué. Les plaintes, vous les connaissez, hein, c'est cette sensation d'évacuation incomplète, une exonération difficile et des efforts de poussée importants et anormaux. Ça peut être fonctionnel, on a toujours l'impression que c'est fonctionnel. Ça peut être secondaire, hein, si on a une fissure anale, un cancer du canal anal ou des douleurs ou une tumeur rectale, on peut avoir une dyschésie. Donc la dyschésie, ça ne veut pas dire que c'est fonctionnel. La rectocèle, c'est une autre définition que vous connaissez aussi, je pense. C'est une hernie de la paroi antérieure du rectum à travers la cloison recto-vaginale. L'incidence est mal connue. Je pense que 15%, c'est trop peu. C'est sûrement plus fréquent que ça. Après, ça dépend si on parle de rectocèle pathologique ou pas. En tout cas, c'est fréquent chez la femme qui a accouché. Il y a des facteurs de risque qui sont identifiés, l'âge, la parité, l'obésité, les efforts de poussée excessifs, l'hystérectomie et l'hérédité. Il y a une association possible à d'autres troubles de la statique, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Et puis là aussi, les symptômes peuvent se confondre avec la dyschésie fonctionnelle pure. On peut avoir juste des difficultés d'exonération, une évacuation incomplète, mais plus souvent une sensation de boule ou de pesanteur que les patientes décrivent. Enfin, il faut un peu les chercher quand même pour qu'elles le décrivent, parce que c'est souvent un petit peu gênant de le décrire spontanément en consultation. Et puis cette rectocèle peut être présente chez des femmes jeunes, asymptomatiques, qui n'ont pas eu d'enfants. Et c'est là où ça devient un peu compliqué, puisque le problème, ça va être d'attribuer la dyschésie à la rectocèle pour essayer de choisir le traitement le plus adapté. Alors pour ça, vous savez qu'en médecine, l'intérêt, c'est d'être un peu des enquêteurs finalement, en tout cas surtout pour les pathologies fonctionnelles. Les indices qui vont essayer peut-être de faire le lien entre j'ai une dyschésie, j'ai une rectocèle, est-ce qu'il y a un lien entre les deux, et qui est le coupable, c'est peut-être la taille de la rectocèle, au moins au-delà de 3 cm, généralement plutôt 4. Les manœuvres endovaginales, si les patientes vous disent oui, j'arrive pas à pousser, mais par contre quand je mets le doigt dans le vagin et que je vide ma rectocèle, ça va mieux, en général c'est quand même assez lié. La reproduction, ça c'est un peu plus, il faut être peut-être un peu plus habitué, de la sensation d'obstacle lorsqu'on met le doigt encroché dans le vagin. Certains ont décrit aussi un niveau liquide après vidange rectale pendant la défécographie. Nous, on se bat à Marseille pour avoir des défécographies. Il n'y a plus qu'un radiologue qui accepte. C'est pas fréquent. Et en IRM, c'est même pas la peine d'imaginer avoir ce genre d'indice. Et puis, attention aussi à ces rectocèles qui sont intriqués avec d'autres troubles de la statique, où là, ça devient un peu plus compliqué aussi pour essayer de trouver le lien de causalité. Alors, est-ce qu'il faut explorer pour comprendre? C'est clairement non. Initialement, en tout cas, on ne fait pas d'exploration systématique. Il faut toujours examiner cliniquement. On a l'impression de se répéter et parfois d'être dans des cours un petit peu scolaires, mais il faut vraiment examiner. Et encore une fois, même si on ne sait pas très bien examiner, il faut se faire confiance et examiner la patiente, au moins comment on peut le ressentir. C'est fondamental. Évidemment, on précise les symptômes, ça on l'a dit. Le transit et la qualité des selles sont également des éléments qui sont essentiels. On ne peut pas, ça a été démontré dans de vieilles études, qu'on ne pourrait plus faire à l'heure actuelle, on ne peut pas évacuer des petites billes. Il y avait des études qui avaient été faites avec des toutes petites billes, des billes moyennes, des grosses billes. C'est plus facile d'évacuer des grosses billes. Comme on dit à la télé, il ne faut pas reproduire cette expérience chez vous, mais néanmoins, on évacue mieux des selles qui sont d'un certain volume et d'un certain poids. Les manœuvres digitales aussi, on les demande à l'interrogatoire. Et puis le terrain peut effectivement influencer la survenue de ces pathologies. Alors, les patients neurologiques évidemment, dans le diabète aussi ou les maladies auto-immunes. Et le contexte psychologique, on parle souvent d'abus sexuels, ça peut être ça peut être du harcèlement, ou en tout cas un terrain psychologique un peu particulier. On se pose toujours la question, on en a reparlé hier avec Anne Laurin, de savoir est-ce qu'il faut poser la question en consultation. C'est difficile, mais en tout cas on se rend compte parfois qu'il y a des obstacles psychologiques qu'il faut essayer
d'appréhender. Et puis le retentissement sur la qualité de vie, là aussi, ça fait un peu porte enfoncée. Mais les patients souvent nous disent « mais on ne m'écoute pas », alors que pour moi, ça me pourrit vraiment la vie. Je ne sors plus, j'ai quitté mon copain parce que j'en avais marre de passer des heures aux toilettes. Donc c'est quand même assez invalidant et je pense que c'est important d'en parler en consultation. L'examen clinique, alors en théorie, mais là aussi c'est pas toujours facile, il faudrait que ça porte sur les 3 compartiments du périnée. L'examen statique, il est assez facile quand on est gastro-entérologue. Regarder la marge anale, évaluer le tonus sphinctérien, la contraction volontaire, la perception d'une rectocèle. S'il y a des matières dans l'ampoule rectale aussi, c'est important. L'examen dynamique, il est un peu moins facile quand on n'a pas l'habitude, mais il faut essayer de le faire, demander de serrer, de pousser, de voir ce qui se passe. Alors l'examen debout, comme c'est montré sur le schéma ici, tout le monde en parle, je ne suis pas sûre que les collègues proctologues, même très expérimentés, le fassent, mais bon, on pourrait. Donc en général, on évalue cliniquement, évidemment j'ai balayé peut-être un peu trop rapidement les causes organiques, mais c'est évident qu'il faut éliminer une cause organique. On traite en première intention. L'objectif du traitement, il est clair, c'est améliorer la qualité des selles. Laurent Siprudis avait fait un algorithme qui était très clair, où c'était quelle est la qualité des selles, on l'améliore. Si on l'améliore et que les patients sont asymptomatiques, ou en tout cas régularisent leur transit, on s'arrête là. Déclencher le réflexe exonérateur, ça peut être nécessaire aussi. Et puis, il faut aussi expliquer, éduquer. On dit souvent dans pathologie fonctionnelle que les patients arrivent en vous disant « tout va mal dans ma vie, il faut régler mes problèmes ». Alors, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Quand on est constipé, quand on a une rectocèle, peut-être qu'on ne sera pas opéré, mais peut-être que toute sa vie, on aura un traitement, ou en tout cas, il faut être préoccupé par son transit. Et c'est comme ça. C'est comme chez les colopathes. On met des objectifs raisonnables. Personne n'a de baguette magique. Est-ce que tu sais ce que c'est ce petit animal, Thierry ? Ça me rappelle la blague de l'ours du lapin blanc. Mais... Est-ce que quelqu'un connaît cet animal ? Bon, c'est un wombat. Vous savez ce qu'il a comme particularité, cet animal, non ? Une rectocèle ? Non. Il fait des crottes carrées. Ça a préoccupé énormément les scientifiques. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi, il n'a pas d'anus carré du tout. Il fait des crottes carrées parce qu'il mange certaines fibres, etc. Donc lui... Il n'est pas dyskésique, mais il pourrait, parce que les selles idéales, c'est absolument pas des crottes carrées, c'est pas des petites selles comme ça, c'est des selles de type 3 et 4. Il y a eu des grosses publications sur le sujet, je t'assure. Vous regarderez, c'est assez drôle. Donc, il faut des selles idéales, il faut faciliter l'évacuation rectale. Pour ça, il y a des règles hygiéno-diététiques, donc il y a hygiéno et diététique dans la phrase. Donc, hygiéno, c'est avoir une activité sportive minimale, au moins marcher 30 minutes par jour, mais ça pour plein de raisons il faudrait le faire, il faut avoir le temps. Il y a aussi la position de défécation, mais ça les patientes le savent généralement, on vend même des espèces de petits supports hors de prix, bon il suffit de mettre des bouquins ou ce qu'on veut. Il y a cette petite jeune fille là, que vous voyez derrière moi, alors il y a le Mannequin Peace en Belgique, j'ai découvert très récemment qu'il y avait la Jeanne Peace, qui est la jeune fille très élégante, la petite statue, je ne sais pas si vous l'avez vue à Bruxelles, c'est très chic. Et puis il faut s'hydrater suffisamment, mais c'est pas la peine de boire 10 litres, 1 litre et demi ça suffit. Il y avait une vraie étude randomisée dans la constipation avec l'hépar, on va citer, parce que c'est la seule qui a été publiée pour ça, avec 1 litre d'hépar versus 1 litre d'eau classique, il y avait un vrai effet sur la qualité des selles, et puis les fibres pour le volume des selles. Donc les règles hygiéno-diététiques, c'est basique, mais les patients souvent vous disent oui, mais ils font pas l'effort. Donc là aussi, c'est un marché à mettre dans les mains du patient. Faciliter l'évacuation rectale, donc la qualité des selles, puis favoriser l'exonération avec des laxatifs par voie orale si besoin. Mais encore une fois, si besoin, il y a des patients qui arrivent avec 10 laxatifs osmotiques, des selles liquides. Ça peut pas marcher. Il faut leur montrer l'échelle de Bristol et leur expliquer qu'il faut avoir une qualité des selles idéale. Et puis les laxatifs par voie basse, il n'y a pas de restriction à l'utilisation des laxatifs par voie basse. Il y a une phobie en pharmacie, une phobie chez certains praticiens et certains généralistes. On peut utiliser des laxatifs par voie basse au long cours. Évidemment, c'est ce qui se fait chez les patients neurologiques, c'est ce qui se fait parfois en cachette. Il faut pas, il faut l'expliquer et l'utiliser. Il n'y a pas de restriction avec ça. Si tout ça ne marche pas, alors j'ai mis 8-12 semaines, mais ça dépend du contexte et du délai de consultation aussi, mais globalement, on explique aux patients qu'avec ça va marcher. Si ce n'est pas efficace, on peut discuter de faire des explorations. Les explorations dont on peut discuter, c'est la manométrie anorectale, le test d'expulsion du ballonnet dont tout le monde parle mais que plus personne ne fait vraiment, l'écho-endo-anal qui peut avoir un intérêt, et certains aussi proposent un temps de transit colique. Alors,
moi je suis en CHU, alors on a des marqueurs facilement disponibles à l'hôpital. En ville, je crois que c'est un peu plus difficile, c'est pas forcément remboursé. Bon, enfin, en tout cas, c'est pas un examen révolutionnaire, mais on peut le faire, pourquoi pas. La manométrie, son intérêt, c'est de rechercher, vous le savez, une asynergie, donc un problème de coordination abdomino-périnéale. C'est pour ça l'examen de référence, avec des mesures classiques, de pression de repos, de sensation, etc. Il y a eu une publication à laquelle j'avais participé, alors tout le monde était très content, c'était l'excitation folle, mon Dieu, il y a la classification de Londres pour les troubles de l'exonération. C'est pas très fou en fait cette classification, ça a fait l'objet d'une publication, tout le monde était content. En pratique, ça a reclassé un petit peu les anomalies, est-ce qu'il y a une atteinte du réflexe recto-anal immature, de l'atteinte sphinctérienne, enfin de l'appareil sphinctérien, de la coordination, de la sensation. L'idée, c'était de faire un peu des comptes rendus standardisés avec des machines haute résolution, soit 3D, soit 2D. Et puis après, il a été dit, je vous le simplifie parce que pourtant j'y ai participé, mais c'était pas révolutionnaire. Puis après, on disait que une fois qu'on avait classé ces anomalies, c'était soit des observations dites majeures, c'est-à-dire pathologiques et qui correspondaient à un symptôme, soit mineures, c'est-à-dire que ça correspondait à pas grand-chose, soit non consistante, et alors là, on l'observait chez des témoins. Bon, je passe rapidement, mais pour vous dire que cette classification, elle n'était pas dingue. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'identifier le type d'asynergie. Est-ce que je l'ai mis là? Non, voilà. Donc, en fait, alors, je vais essayer de le faire avec le pointeur. Ah non, c'est pas ça du tout. Hop. Alors, est-ce que je peux revenir à celle d'avant? Oui. Hop. Oui, voilà, ça y est, c'est ça. Donc, dans la synergie, donc là, vous avez la pression abdominale qui est ici. Et cette bande ici, c'est une bande de pression. Hein, les couleurs chaudes, j'allais dire, sont des zones de pression plus élevées. Donc ça, c'est l'appareil sphinctérien, cette bande. Lorsqu'on pousse, on voit que la pression se relâche. On descend sur des couleurs plus faibles, bleu, vert. Il y a le type 1, la synergie de type 1, où il y a une poussée normale, il y a une contraction paradoxale. On voit qu'on monte sur des couleurs plus chaudes. Donc c'est une asynergie de type 1. Ici, il y a une poussée abdominale qui est insuffisante, mais toujours une contraction paradoxale du sphincter, c'est le type 2. Ici, il y a une poussée correcte, mais la pression ne change pas. Donc poussée correcte, mais défaut de relaxation. Et ici, la patiente n'arrive pas à pousser et n'arrive pas à relâcher. Globalement, mais ça, ce n'était pas la classification de Londres, ça existait déjà. Dans la synergie, il faut considérer la poussée abdominale, elle est correcte ou pas, et ce que fait le sphincter anal externe ou puborectal, l'appareil sphinctérien, est-ce qu'il arrive à se relâcher ou pas, est-ce que simplement il ne se relâche pas, ou est-ce qu'il y a une contraction paradoxale. Tout ça, c'est important quand on va prescrire une rééducation. Le test d'expulsion du ballonnet, je passe rapidement. Alors, on dit que c'est un ballonnet de 50 millilitres. Après, certains, on dit qu'il fallait peut-être adapter. Évidemment, chez un patient très, très constipé qui a un mégarectum, 50 millilitres, il n'y arrivera jamais. Bon, peu importe, en pratique, on l'utilise pas tant que ça. Et l'échographie endo-anale, certains ne trouvent pas de place à cet examen. Nous, on l'utilise pas mal, et puis c'est partagé par d'autres équipes, parce qu'on pense que si il existe une rupture sphinctérienne significative, souvent c'est un petit obstacle à la rééducation, parce que finalement les patients ont un périnée qui est un peu décompensé et n'arrivent pas d'instinct à relâcher pour pousser correctement. Et puis on peut faire de l'écho endo-anal dynamique. Bon, c'est un peu notre dada avec Marc Barthé, mais ici sur des échos endo linéaires, on a l'appareil sphinctérien. Et au moment de la poussée, on pouvait voir ici une rectocèle. Bon, on l'avait montré, pour ceux qui utilisent ce type de sonde, ça peut avoir un intérêt de dégrossir un petit peu le terrain des troubles de la statique. Donc ce bilan va avoir pour intérêt, une fois qu'on est en échec de traitement, on a tenté les laxatifs, les suppos, etc., de rechercher le type d'asynergie pour proposer une rééducation adaptée. J'insiste un peu sur le contexte psychologique parce que souvent les abus ou en tout cas les contextes psychologiques familiaux difficiles ne sont pas toujours avoués, c'est toujours un peu délicat, mais ça peut être un vrai obstacle au traitement. Évidemment, l'organicité digestive ou extradigestive, si on l'a oublié à la première consulte, on essaye d'y penser à la deuxième. Il faut vérifier la compliance et la compréhension du patient, parce que souvent les patients vous disent « je pourrais me suicider à cause de ma constipation, mais finalement j'ai pas pris les suppos parce que, etc. » Bon, bref, et puis je vais pas prendre un laxatif toute ma vie, enfin, ce qu'on entend régulièrement en consultation. Donc il faut vraiment expliquer que oui, c'est une maladie ou un dysfonctionnement et que c'est à vie et que c'est comme ça et qu'on n'a pas de baguette magique. Donc la rééducation a sa place à ce moment-là, mais elle n'est pas toujours facile, elle n'est pas toujours disponible, les patients n'ont pas toujours envie. Et puis encore une fois, chez les abusés sexuels, ça peut être assez compliqué de réintroduire une sonde, donc bon, ça, tout peut s'entendre. Sinon, comme option, on a aussi les irrigations transanales et la toxine botuliниque.
La rééducation abdominale, 2 mots, c'est par voie anale. Les patientes parfois reviennent toutes fières en vous disant ça y est, j'ai fait ma rééducation, mais on vous a fait quoi? On m'a mis une sonde dans le vagin, on m'a stimulé, on est parti. Non, c'est pas comme ça. C'est par voie anale. Il y a une composante abdominale, encore une fois, parce qu'en fonction du type d'asynergie, il va falloir faire participer la paroi abdominale. Adapté idéalement au résultat de la manométrie. C'est la technique de biofeedback, c'est la seule qui a vraiment démontré son efficacité avec un professionnel, kiné ou sage-femme. Nous, dans la région, il y a de plus en plus de sages-femmes qui s'intéressent au périnée postérieur, qui doit rester pendant la séance. Ça a été démontré, c'est du bon sens, mais ça a été démontré dans la littérature. Il faut que ce soit accepté par la patiente. C'est une technique qui est efficace. 5 à 10 séances. Les patients qui arrivent avec 50 séances, c'est qu'il y a une malhonnêteté quelque part du praticien. Les résultats se maintiennent à 5 ans, mais souvent il faut faire des petites piqûres de rappel. Ça améliore non seulement les symptômes, mais la qualité de vie. L'irrigation transanale, un mot, ce système de lavement à l'eau étanche, qui était initialement développé pour les patients neurologiques. Ça a été mis sur le marché français en 2009. Depuis, ça s'est largement démocratisé. Il faut l'utiliser 1 jour sur 2 ou sur 3, sinon ça n'a aucun sens d'utiliser ce traitement. Le principe, c'est de faire des lavements à l'eau étanche, de vider la partie gauche du côlon et d'être soulagé et de ne pas avoir de constipation ni d'incontinence. C'est un peu l'indication. Un mot sur la toxine botulinique, il n'y a aucune AMM de la toxine en gastro. Néanmoins, il y a quelques publications sur l'intérêt d'injecter dans le puborectal, dans le sphincter anal externe. Enfin, c'est très hétérogène en termes de technicité, mais certains l'utilisent avec des résultats qui peuvent être intéressants, donc pourquoi pas. Mais il est vraisemblable qu'il soit nécessaire d'associer quand même du biofeedback, parce que c'est bien de relâcher un muscle, mais il faut quand même le rééduquer un petit peu. Hop. Donc ça, c'était les taux de succès, j'en ai dit un mot. Il y avait une seule publication, à ma connaissance, sur la toxine dans le cas d'une dyschésie associée à la rectocèle. C'était une étude italienne. 14 patients, 30 unités de toxine botulinique. L'idée, c'était de relâcher le muscle sous la rectocèle et de permettre une meilleure évacuation. Bon, 9 patients sur 14 avaient été améliorés, c'est une petite série, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister et les patientes n'avaient plus de manœuvre digitale. Quand tout ça ne marche pas, est-ce qu'il y a une place pour la chirurgie? Hop. Alors, je ne détaillerai pas trop la chirurgie parce que je ne suis pas chirurgienne et que je trouve que c'est quand même très très technique, même en connaissant un peu la pathologie. Mais en revanche, ce qui est clair, c'est qu'il faut que l'objectif de la chirurgie soit bien clairement défini avec le patient et les collègues chirurgiens. L'objectif, c'est d'améliorer un symptôme en corrigeant une anomalie anatomique, ce qui veut dire qu'il faut être très très sûr de soi. Donc là, il faut faire un vrai bilan anatomique pour être sûr de ce qu'on dit, soit par défécographie ou déféco-IRM. Et bien alors, voilà. Donc la déféco, encore une fois, on a quand même le sentiment que c'est un examen qui est plus performant parce qu'il est en position assise de défécation. Et ça, je veux bien que tout le monde dise que l'IRM c'est plus joli, c'est plus moderne, on voit les parties molles. Parties molles, on s'en fiche un peu. Ce qu'on veut, c'est quand même voir les anomalies anatomiques. Là, on voit très bien une procédance rectale interne. La déféco-IRM, c'est aussi un examen intéressant, même si être allongé et poussé, on pense que ça sous-estime un petit peu. Et on avait fait une petite enquête auprès des patientes qui avaient des déféco-IRM. Je peux vous dire qu'elles n'étaient pas joyeuses en sortant de l'examen. La seule exception qui fait que, même s'il y a une grosse anomalie anatomique, on ne l'explorera pas, c'est le prolapsus rectal. Je pense que même si vous n'êtes pas des proctologues confirmés, si vous voyez ça, vous n'avez pas trop de doute sur ce qu'il faut faire, et c'est la chirurgie. Est-ce qu'il faut opérer? La question, c'est peut-être, oui, si le trouble de la statique est vraiment à l'origine du symptôme. Est-ce qu'il y a une association, une incontinence anale? Ça peut changer la stratégie. L'objectif, c'est d'améliorer la vidange rectale et de limiter les séquelles fonctionnelles, ce qui est un petit peu un pari. Le choix de la chirurgie se fera en fonction des anomalies anatomiques. Enfin, c'est quand même des discussions qui sont assez longues, avec en théorie des vrais RCP avec des urologues et des gynécos, parce que parfois, quand on traite une rectocèle, on fait descendre la vessie, on démasque une incontinence urinaire. Donc ça peut tourner en rond. Il faut vraiment essayer de discuter. C'est l'avant-dernière diapo. Le choix de la technique varie un petit peu en fonction des expériences. Globalement, ce sont les voies d'abord qui peuvent être différentes en fonction des anomalies et de la présence aussi d'une entérocèle associée.
La voie abdominale, c'est essentiellement la rectopexie. Il y a les voies dites périnéales qui sont faites par les gynécos. Je suis allée dans des congrès de gynécos, c'était le grand débat, voie antérieure, voie postérieure. Bon, c'est celui qui a envie et qui sait faire kiffer. Je crois qu'il n'y a pas un débat au-delà de ça. La voie transanale avec différentes techniques, et je ne rentrerai pas dans le détail, Sullivan, Delorme ou la technique de Starr. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, et sans détailler sur la technique, c'est que la chirurgie, quand elle est bien choisie, bien indiquée, est efficace jusqu'à 80% des cas. Et donc je conclue rapidement, pour essayer d'être dans les temps, j'espère qu'on y est à peu près. En conclusion, la dyschésie, c'est un symptôme, juste un symptôme qui ne présage de rien par la suite. La rectocèle, c'est un trouble de la statique. Les deux peuvent être associés, mais pas toujours, donc il faut vraiment prendre son temps. On n'a aucune urgence à opérer ces patients-là. Le traitement est essentiellement conservateur et la chirurgie peut être efficace, mais elle ne doit être considérée qu'en cas d'échec des troubles du traitement de première intention et si on est vraiment sûr d'avoir identifié le coupable et d'avoir un lien entre l'anomalie anatomique et le symptôme. Je vous remercie. Une question. Véronique, merci pour cette présentation super. Moi, je suis toujours embêté parce que en fonction, alors là c'est une question sur la chirurgie malheureusement, en fonction de qui on adresse la personne, la technique chirurgicale va être différente. Le gynéco, il va passer par voie vaginale, on peut faire un Starr, on peut faire une cellule, enfin voilà, je suis toujours très embêté. Il y a des études qui comparent les unes aux autres. Alors, je connais moins bien, peut-être que Thierry ou Lucas pourront plus répondre. Je crois pas. Enfin, moi, à chaque fois que j'assistais à des débats autour de ça, j'avais l'impression que c'était vraiment des expériences personnelles. Globalement, quand c'est bien indiqué et qu'on est sûr du lien, je crois que ça marche, quoi. Les gynécos sont très contents sur les rectocèles et les patientes aussi. Moi, je vois beaucoup de patientes en consultation qui ont été opérées par des gynécos et je crois que pour réparer la cloison recto-vaginale, quand vraiment c'est la seule anomalie, je suis pas sûre que la voie postérieure antérieure soit différente. Je sais pas si... Ouais, il faut orienter en fonction de l'âge de la patiente. Une femme jeune qui a une vie sexuelle, les voies endovaginales, ça peut entraîner des dyspareunies d'intromission, ça peut être embêtant. Les patientes qui ont une incontinence anale, un tonus faible, de faire des voies transanales avec des grosses pinces et une diminution du réservoir rectal, il faut également éviter. Il faut privilégier toujours une voie une rectopexie par fixation promontoire, c'est ce qu'il y a de moins risqué, avec un bilan pour évaluer les trois compartiments pelviens avec des examens d'imagerie comme on a montré. Donc il faut orienter, il ne faut pas laisser décider à qui on va envoyer. Hein. C'est à nous de dire, a priori, il y a ça je vous contre-indique. C'est un peu comme pour la chirurgie anti-reflux, enfin les chirurgies bariatriques, quelqu'un qui a un bout de cou de reflux, on ne va pas lui proposer telle technique. Hein. Donc il faut savoir orienter en fonction du bilan qu'on aura fait. On va céder la place, merci beaucoup Véronique, donc à la thématique suivante qui est la nutrition que tout le monde attend avec impatience. Je vois que Bernard qui piaffe d'impatience, même s'il est très calme pour de faux. Juste pour un petit mot de Dominique Bouchard, là, parce qu'il y a un problème technique, donc, mais on a dû faire avec les moyens du bord du fait la grève, mais il y aura une présentation au moment des GIFOD sur la maladie de Verneuil, une présentation avec l'estampille de FMCSG auquel je vous invite à venir en mars prochain. Bernard, c'est à toi.